et bon réveil, vous êtes sur i24 News. À la une de l'actualité ce matin, le conflit syrien et le sort de Bachar al-Assad monopolise les débats à l'ONU. Pour Barack Obama et François Hollande, ce dictateur ne peut se maintenir au pouvoir. Vladimir Poutine, lui, n'en démord pas. Le président russe continue de défendre coûte que coûte son allié syrien. À Jérusalem, les affrontements sur l'esplanade des mosquées se poursuivent. La police israélienne ne parvient pas à calmer les émeutiers. L'autorité palestinienne appelle à une réunion d'urgence de la Ligue arabe. La NASA avait promis une annonce fracassante et elle n'a pas menti. L'agence spatiale américaine l'affirme, il y a de l'eau sur Mars. La présence d'eau liquide salée sur la planète rouge est une condition nécessaire à la vie sur Mars. Enfin, nous reviendrons sur ces images inédites diffusées hier soir sur France 3 à l'Elysée. Un temps de président, c'est le nom d'un documentaire qui a ouvert les coulisses du pouvoir. 6 mois de tournage au plus près de François Hollande, des détails, des arrière-plans et d'instants fugitifs qui en disent long sur le pouvoir. Bienvenue à tous. 90 minutes, une poignée de main glaciale et des désaccords de taille. Pour la première fois en plus d'un an, Vladimir Poutine et Barack Obama se sont entretenus cette nuit à New York en marge de l'Assemblée générale de l'ONU. Les dirigeants n'ont pas enregistré de percée sur la place à réserver à Bachar al-Assad. Le conflit syrien a d'ailleurs, je vous le disais, monopolisé les débats. Myriam Aman. Il ne s'était plus parlé depuis 2 ans. Barack Obama et Vladimir Poutine se sont entretenus lundi en marge de l'Assemblée générale des Nations unies. 90 minutes durant lesquelles les dirigeants américains et russes ont évoqué la situation en Syrie. La pomme de discorde, le rôle du président syrien Bachar el-Assad. Les deux puissances se sont affrontées sur la question par tribune interposée aux Nations unies. Pour le président russe, la sortie de crise en Syrie et la lutte contre l'organisation terroriste État islamique ne peut passer que par le soutien au régime de Damas. Ce serait une énorme erreur de ne pas coopérer avec ceux qui combattent frontalement le terrorisme. Et nous devons reconnaître qu'en Syrie, personne ne combat réellement l'État islamique et les autres groupes terroristes, à part les forces armées du président syrien Bachar el-Assad. Le président américain a lui très clairement affirmé que la Syrie ne retrouvera jamais sa stabilité si Bachar el-Assad reste au pouvoir. On nous dit que ce repli est nécessaire pour ramener l'ordre, que c'est le seul moyen d'éradiquer le terrorisme ou d'empêcher l'ingérence. Si l'on suit cette logique, nous devrions apporter notre soutien aux tyrans comme Bachar al-Assad. Les États-Unis ne sont pas les seuls à tenir cette ligne. Le président français François Hollande a lui aussi été très ferme lundi à la tribune de l'ONU. J'en vois qui déploient tous leurs efforts diplomatiques pour incorporer Bachar el-Assad dans ce processus. Mais on ne peut pas faire travailler ensemble les victimes et le bourreau. Assad est à l'origine du problème, il ne peut pas faire partie de la solution. Malgré les dissensions, tous s'accordent pour dire que l'État islamique doit être défait. La question est de savoir comment. Les présidents américains et russes ont approuvé lundi le principe de discussion entre leurs deux armées avec un objectif: éviter tout conflit au cours d'éventuelles opérations en Syrie. Barack Obama s'est également dit prêt à coopérer avec la Russie et l'Iran. Et on prend tout de suite la direction de New York où on retrouve notre correspondant David Benaïm. Bonjour. Alors l'entretien Obama-Poutine s'est donc achevé il y a quelques heures sans aucun accord sur le sort qui doit être réservé à Bachar al-Assad. Que peut-on dire de plus ce matin ? Les présidents russes et américains se sont rencontrés en marge de l'Assemblée générale des Nations unies et rien de constructif ne semble être sorti de leurs échanges. Pour Barack Obama, qui a défendu tout au long de son discours sa ligne diplomatique contre l'acharnement du monde, a opté pour des solutions militaires. Il a clairement établi qu'il était hors de question de revenir à une situation qui a précédé le conflit syrien, insistant sur la nécessité du départ d'Assad, qu'il a qualifié de tyran. Poutine, qui s'est exprimé après sa rencontre avec Obama, a insisté que ce n'était pas au président américain de décider qui devait diriger la Syrie. Le président russe a refusé d'exclure des frappes aériennes en soutien à l'armée de son allié Bachar el-Assad et contre le groupe État islamique. Autre sujet de discorde entre Poutine et Obama, la résolution de la crise des réfugiés. Si Obama se félicite de la réactivité américaine qui devrait accueillir 100 000 réfugiés syriens aux États-Unis, Poutine suggère de les aider directement dans leur pays d'origine plutôt que de favoriser leur déplacement. Aider à la reconstruction de la Syrie serait selon lui beaucoup plus efficace et une solution à plus long terme.
Enfin, Poutine a reproché aux États-Unis d'être au centre de la domination du monde depuis la fin de la guerre froide. Il a reproché de manière indirecte l'existence de l'État islamique comme une conséquence de l'invasion de l'Irak par les États-Unis et le déploiement de forces militaires contre la Libye. 2 interventions unilatérales qui se sont faites sans l'aval de la communauté internationale. Voilà, des accords persistants donc entre Poutine et Obama. Un mot du président français, on l'a vu, François Hollande a tenté de replacer la France dans le jeu diplomatique avec un discours là aussi recentré sur la question syrienne. Oui, il s'est fait remarquer hier dans son intervention d'abord sur son soutien sur sa ligne politique d'Obama sur la crise syrienne. Pour François Hollande, on ne peut pas faire travailler ensemble les victimes et le bourreau, excluant ainsi le président syrien d'une solution politique au conflit. Hollande a accusé Bachar el-Assad d'être responsable du chaos en Syrie, évoquant une tragédie produite par l'alliance du terrorisme et de la dictature. Le président français, qui se met en opposition frontale à la solution russe, a également reproché à ses alliés américains de ne pas être intervenus il y a 3 ans, lorsqu'il était encore possible d'éviter la croissance fulgurante de l'État islamique et potentiellement contenir la crise des réfugiés qui ne fuit pas seulement Daesh, selon lui, mais également le régime d'Assad. À la différence d'Obama, qui n'a pas apporté de solution concrète à la résolution du conflit, Hollande a confirmé que la France continuerait de mener d'autres frappes contre l'État islamique et appelle à la création d'une large coalition incluant la Russie et les États-Unis. Enfin, Hollande a rejoint Poutine sur un point qui reproche à l'ONU d'être une institution obsolète. Il a remis en question la légitimité du droit de veto au Conseil de sécurité et demande une réforme de l'ONU qui soit plus inclusive et plus cohérente avec les besoins du monde d'aujourd'hui. Merci à David. Depuis New York, et on vient de le dire, depuis hier à New York, les yeux sont rivés sur un homme, Vladimir Poutine, chef d'orchestre d'une partition audacieuse, inédite sur le règlement de la guerre en Syrie. À la tribune de l'ONU, le président russe a dit vouloir présenter une résolution au Conseil de sécurité pour constituer une véritable coalition mondiale contre l'État islamique semblable, je le cite, à la coalition anti-Hitler. On s'arrête ce matin sur le rôle qu'entend jouer Vladimir Poutine. Myriam Danan, à Vladimir Poutine, les actes, aux autres, les paroles? Alors sans aucun doute, Barbara, Vladimir Poutine a frappé fort et sans doute parce qu'il a su se servir des arguments de ses adversaires et collaborateurs supposés pour effectivement imposer sa propre vision. Alors Vladimir Poutine appelle à une coalition, oui, mais de fait, ce qu'il a réussi à faire, c'est à valider sa propre action et son propre front militaire en Syrie notamment. Alors l'homme qui était mis en quarantaine, elle n'aura donc pas bien duré longtemps à cause du dossier ukrainien, et bien finalement, après avoir fait fi de tous les principes de l'ONU et du droit international, se retrouve aujourd'hui à jouer les rassembleurs et à proposer sa propre coalition internationale qui de fait est directement concurrente à celle de Barack Obama. Et de fait, les déclarations se sont affrontées hier entre celle du président russe, celle du président américain et celle du président français. Alors si pour François Hollande, on l'a entendu, on ne peut pas mettre les victimes et les bourreaux dans le même panier en parlant donc de Bachar el-Assad pour le bourreau. Et si pour Barack Obama, on ne peut pas se servir d'un tyran pour une solution éventuelle à cette crise, et bien pour Vladimir Poutine, la grille des Occidentaux est toujours aussi mauvaise. Ils ne peuvent pas choisir le futur dirigeant de la Syrie. Et enfin, cette fameuse comparaison de Vladimir Poutine. En 1941, l'Europe et les États-Unis ont fait le choix de Staline malgré les différences. Une comparaison qui a été clairement refusée par les Occidentaux, mais qui n'ont pas pour le moment de solution alternative à cause bien sûr de leur frilosité à s'engager davantage. Alors cette proposition justement de coalition qu'a proposée Vladimir Poutine a des chances d'aboutir? Alors elle a de grandes chances d'aboutir, oui effectivement. D'abord parce que les conclusions pratiques de cette rencontre entre Poutine et Barack Obama, eh bien, elles sont là. Oui, il y a des discussions tactiques entre les armées russes et américaines au sujet du conflit actuel en Irak. Non, pas de critiques et de condamnations systématiques pour toutes les interventions russes sur le sol syrien. Et puis d'accord, bien sûr, des États-Unis et de tous les Occidentaux pour travailler avec la Russie et avec l'Iran, dont Assad n'est, il faut le rappeler simplement, que le satellite. Alors on est aujourd'hui sur une opposition de forme. On se sert de Bachar el-Assad qui finalement n'est que la marionnette aujourd'hui de la Russie et de l'Iran, mais on valide les marionnettistes. Vladimir Poutine qui a montré aujourd'hui que l'audace payait sur la tribune de l'ONU. Merci Myriam. La NASA avait promis une annonce fracassante et elle n'a pas menti. Je vous le disais, l'agence spatiale américaine l'affirme, il y a bien de l'eau sur Mars. La présence d'eau liquide salée sur la planète rouge est une condition nécessaire à la vie sur la planète. Les explications d'Océane Nicole.
La planète Mars serait-elle similaire à la Terre? En tout cas, dans un passé lointain, Mars aurait possédé des lacs, des rivières et même des océans. La NASA a officiellement annoncé ce lundi la présence d'eau liquide sur la planète rouge, une découverte majeure pour les amoureux d'astronomie. Jusqu'à présent, les experts parlaient d'une planète aride et sèche, mais après des années de recherche, Mars pourrait être une planète des plus complexes. Plus nous observons Mars et plus nous collectons d'informations qui nous démontrent que cette planète est vraiment fascinante. Grâce à notre sonde, nous savons désormais que Mars était autrefois une planète très similaire à la Terre, avec des mers chaudes et salées, avec des lacs d'eau fraîche, des montagnes aux pics enneigés, des nuages et un cycle de l'eau comme celui que nous étudions ici sur Terre avec nos satellites. Depuis des années, des hypothèses scientifiques avaient été faites sur la présence d'eau sur cette planète. En 2011 déjà, les experts avaient remarqué des écoulements dans la région équatorienne de Mars, mais rien n'avait encore confirmé l'existence d'eau sur la planète rouge. Une découverte qui révolutionne donc les recherches astronomiques. La NASA a également annoncé que l'atmosphère de Mars contiendrait un taux d'humidité élevé, une idée qui conforte également la possibilité d'une éventuelle vie dans l'univers. Mais c'est une découverte de taille qui fait rêver, qui envisage la possibilité peut-être d'envoyer des hommes sur Mars, voire d'y découvrir une forme de vie humaine. Exactement, parce que la présence d'eau liquide est un facteur important pour de futures missions martiennes. Car l'eau, même si elle est salée, comme celle qui se trouve sur Mars, permet d'approvisionner des installations, qu'elles soient temporaires ou définitives. Ainsi, je cite John Grunsfeld. On vient de l'entendre dans le sujet d'Océane. Il est un ancien astronaute. Il dit Mars a les ressources nécessaires pour de futurs voyageurs. Et Grunsfeld évoque même l'hypothèse d'une mission humaine dans un futur proche. Alors, si vous regardez l'avis des spécialistes sur le chat organisé par la NASA, vous pouvez voir qu'a priori, l'agence spatiale envisage d'envoyer des humains près de Mars dans le début des années 30, des années 2030, ce qui signifierait envoyer des humains sur la planète Mars à la fin des années 2030, sachant que ce qui manque aujourd'hui à la NASA, ce n'est pas la technique, on a envoyé des hommes sur la Lune dans les années 60, non, ce sont d'une part des fonds et d'autre part la volonté de sacrifier des vies humaines, une volonté que la NASA n'a pas et aujourd'hui on n'est pas sûr de pouvoir faire rentrer ces humains depuis la planète rouge. Ce qui n'empêche pas la NASA de continuer de rêver. Exactement, et elle a organisé d'ailleurs un concours de design de la maison qui pourrait abriter les astronautes sur cette planète rouge. Voici, regardez, la Ice House, la maison de glace qui a remporté ce concours. Alors, qu'est-ce qu'on y trouverait dans cette maison? Bien sûr, du matériel scientifique et puis aussi un très grand cellier. Pourquoi? Pour stocker la nourriture. Un voyage sur Mars durerait au minimum 640 jours, ne serait-ce que pour 40 jours sur place. Peut-être même une serre intégrée, et oui, avec des petits légumes dedans. Pourquoi? Pour transformer le CO2, le dioxyde de carbone, en oxygène dont les hommes ont bien sûr besoin. Et puis en dehors des humains et des végétaux, donc la maison martienne serait peut-être habitée aussi par robonautes, androïdes. Regardez Haru qui peut épauler les astronautes dans leur travail. Finalement, vous l'aurez compris, en fait, le grand défi de cette mission martienne, c'est de pouvoir faire vivre l'homme en circuit fermé, dans un espace où l'oxygène, l'eau, la nourriture, tout est recyclé et réutilisé. Voilà pour cette découverte. En Europe, le scandale Volkswagen continue de s'étendre. Skoda et Audi ont désormais annoncé que leurs véhicules avaient été équipés aussi de ce fameux logiciel truqué pour fausser les résultats des tests anti-pollution. En tout, plus de 3 millions de véhicules sont concernés à l'échelle mondiale. À noter que le patron démissionnaire de Volkswagen fait désormais l'objet d'une information judiciaire contre lui en Allemagne. Je vous propose d'écouter à ce propos le procureur. Basé sur des plaintes qui ont été déposées, nous allons ouvrir une enquête sur les allégations de fraude sur les émissions dans le cadre du scandale de Volkswagen. Les plaintes sont contre Martin Winterkorn. L'enquête cherchera donc à déterminer sa responsabilité, mais aussi à clarifier la responsabilité ou non des employés de Volkswagen.
En football, Michel Platini contre-attaque. Dans une lettre aux fédérations européennes, il déclare vouloir être entendu par la commission d'éthique au sujet des versements de 2 millions de francs suisses qu'il aurait reçus de Sepp Blatter. Rudy, vous nous en dites plus sur cette affaire. Oui, alors cette affaire risque-t-elle de porter un coup fatal à la candidature de Platini à la présidence de la FIFA? En tout cas, c'est la question qu'on se pose ce matin. Et ce type de rebondissement était absolument prévisible dans une campagne pour un poste aussi prestigieux. Alors évidemment, les adversaires ont déjà commencé à scanner au peigne fin le passé de l'ex numéro 10 des Bleus. Ils ont déjà dégainé. On parle de comptes joués au Luxembourg, de comptes à Chypre alimentés par des organisateurs de l'Euro 2016. Bref, dans ces dossiers, rien n'est prouvé. Mais ce dont on est sûr, c'est que la guerre pour la présidence, elle est bel et bien déclarée. Mais on va rappeler ce qui est reproché à Platini bien précisément sur cette affaire. On parle d'une enquête de la justice suisse qui vise Sepp Blatter, le président de la FIFA, et non pas Platini. Platini qui est cité uniquement à titre de témoin. C'est-à-dire personne n'a appelé à donner des renseignements, comme on dit dans la justice suisse. Alors on se reprocherait un paiement déloyal, donc de ces 2 millions de francs suisses pour des services, des travaux effectués entre janvier 1999 et 2002 de Platini pour Blatter à l'époque où le numéro 10 de l'équipe de France, l'ex numéro 10, était conseiller spécial du président. Donc la réponse envoyée hier aux 54 présidents de fédération européenne est très simple de la part de Platini. Cette rétribution a existé, elle est totalement claire, elle a été transparente et déclarée. Et je veux m'en expliquer. Voilà, c'est ce que déclare Platini. Est-ce qu'on peut imaginer qui se trouve derrière cette campagne de déstabilisation de Platini? Alors, il y a plusieurs hypothèses. Évidemment, la première, ce sont ses adversaires directs pour la présidence, le prince jordanien Ali Ben Hussein et le sud-coréen Chung Moon-jun. Pour eux, en fait, l'idée, c'est de montrer la proximité entre Platini et Blatter, c'est-à-dire que une telle affaire montrerait finalement que Platini est un homme qui appartient au système du passé et donc le grand ménage promis à la tête de la FIFA en février prochain n'aura pas lieu. Autre adversaire selon Libération, Jérôme Champagne, le français, qui est loin d'être aussi populaire que Platini, lui aussi briguerait la présidence depuis bien longtemps et on sait que les deux hommes ne s'apprécient pas trop. Et puis il y a une autre hypothèse un peu plus surprenante, tentative de déstabilisation qui pourrait venir de Sepp Blatter. Même le tacticien, très fin politicien et tacticien, voudrait finalement se venger du fait d'avoir été lâché par Platini et il aimerait tout simplement le faire tomber avec lui. En tout cas sur cette affaire des 1,8 millions d'euros, Platini semble être extrêmement transparent, ce qui lui a valu le soutien inconditionnel du gouvernement français, Manuel Valls en tête. Merci Rudy. Retour au Proche-Orient à présent, à Jérusalem. Les affrontements sur l'esplanade des mosquées se poursuivent toujours. La police israélienne a indiqué avoir identifié un noyau dur de 30 à 50 individus fauteurs de troubles. Les Palestiniens, eux, appellent à une réunion d'urgence de la Ligue arabe. D'un côté, des violences de jeunes Palestiniens, de l'autre, des policiers israéliens qui répliquent aux jets de pierre et cocktails Molotov par des tirs de grenades assourdissantes. Au cœur de ces discordes, le mont du Temple ou esplanade des mosquées, le lieu saint, est régi depuis 1976 par des règles tacites. Les musulmans y ont accès quand ils le souhaitent, les juifs seulement à certaines heures et sans avoir le droit d'y prier. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou n'a cessé ces dernières semaines de répéter qu'il n'a aucune intention de remettre en cause ce statu quo. Mais depuis plusieurs années, certains groupes de juifs religieux militent pour avoir le droit de prier sur l'esplanade, considérée comme l'endroit où se dressait le second temple. Et les musulmans de leur côté craignent qu'Israël tente de fait de réserver l'accès aux juifs à certaines heures de la journée. Face à plusieurs dizaines de jeunes encagoulés, la police israélienne s'est déployée sur les lieux pour y faire rentrer plus de 700 visiteurs, dont plus de 90% de touristes, poussant les jeteurs de pierres à se réfugier dans la mosquée d'Al-Aqsa, où plusieurs autres s'étaient déjà retranchés depuis dimanche. Les affrontements se sont propagés dans les rues de la vieille ville et ont encore fait ce lundi plusieurs dizaines de blessés, dont un policier israélien. Mathias Silmar, on vient de le voir, les violences se sont poursuivies hier. Où en est-on ce matin? Écoutez, plusieurs blessés du côté palestinien et surtout du côté israélien. Un blessé léger, un autre dans la vieille ville de Jérusalem. Des affrontements qui ont duré ces 48 dernières heures avec des jets de pierre, des cocktails Molotov à l'intérieur, et ça c'est nouveau, à l'intérieur de la mosquée Al-Aqsa, où les policiers ont dû faire retrancher ces jeunes. Jusqu'à présent, c'était l'utilisation de fusées fumigènes, de fusées traçantes. Et là, des cocktails Molotov ont été allumés par ces jeunes encagoulés et non pas donc, vous l'avez compris, par des fidèles musulmans.
musulmans à l'intérieur de la mosquée, bien évidemment créant des feux et des dégâts matériels assez importants à l'intérieur de la mosquée. Il faut le préciser que le chef de la police de Jérusalem, Chico Moshe Edrei, a précisé s'être excusé auprès du Waqf pour être rentré, avoir pénétré dans ce lieu saint musulman, mais il n'avait pas d'autre choix, selon lui, que de repousser ces jeunes-là qui tiraient des pierres et des cocktails Molotov sur les touristes. 700 touristes en tout, dont 30 juifs religieux qui sont montés au cours de ces fêtes. Alors Mathias, au niveau diplomatique, ces violences à Jérusalem, mais également les négociations de paix israélo-palestiniennes vont être au centre des débats à New York, à l'ONU, ces deux prochains jours. Et ça a été le cas déjà, notamment lors d'une rencontre entre John Kerry et le président palestinien. En marge de l'Assemblée générale des Nations unies, selon le rapport, Barbara, de la presse palestinienne, Mahmoud Abbas aurait demandé à John Kerry des garanties selon lesquelles l'administration américaine reconnaisse l'État palestinien s'il y a échec des négociations et surtout appose son veto à la poursuite des constructions en Cisjordanie. Abbas aurait fait part également et aurait fait porter à John Kerry la responsabilité de l'échec des négociations. Souvenez-vous, les États-Unis avaient demandé à Mahmoud Abbas de poursuivre ces négociations avec Jérusalem. Mahmoud Abbas avait refusé. Et notez que Benyamin Netanyahou s'envole cet après-midi pour New York. Merci Mathias Inbar. Et dans ce contexte de tension continue sur l'esplanade des mosquées, on tente ce matin de mieux comprendre les raisons de ces violences. Pourquoi il s'agit du site religieux le plus disputé au monde. L'esplanade des mosquées, appelée aussi Mont du Temple, rencontre avec ceux qui ont la conviction que ce lieu leur appartient et ne peut être partagé. Quand Arabes et Israéliens rêvent de paix, voilà leur plus grand obstacle. Une colline de la taille de 18 terrains de football, l'épicentre d'innombrables affrontements sanglants. Le mont du Temple à Jérusalem, Arabaït pour les Juifs, ou Haram al-Sharif, l'esplanade des mosquées pour les musulmans. C'est là qu'aurait eu lieu le sacrifice d'Isaac, mais aussi d'ici serait monté le prophète Mahomet vers le ciel. Tant de convictions, tant d'histoire pour si peu d'espace. C'est ici que se trouvaient les deux temples juifs de Jérusalem. Selon la tradition, l'Arche d'Alliance y a été enterrée après la destruction du premier temple. Les Romains ont détruit le second temple en 70 après Jésus-Christ, avant de forcer les Juifs à l'exil. Seul vestige, le mur des Lamentations, l'endroit le plus sacré pour le peuple juif. Le moufti de Jérusalem, Mohammad Husseini, est la plus haute autorité islamique locale. Une attaque contre la mosquée Al-Aqsa déclencherait une explosion de colère, pas seulement à l'échelle du Moyen-Orient, mais dans le monde entier. Pensez-vous vraiment qu'il s'agisse de l'endroit le plus explosif au monde ? Non, je n'ai jamais pensé une chose pareille. Je me sens plus en sécurité ici que dans mon propre salon. Maintenant, il y a un dôme. Ce dôme n'est pas une mosquée. Il y a une mosquée et il y a un sanctuaire. Mais vous savez, l'islam a profité de l'exil juif pour s'approprier l'endroit. Ils ont entamé une campagne de destruction des preuves en essayant de convaincre le monde qu'il n'y a jamais eu de temple ici. Regardez ce qu'on a obtenu pendant la guerre des 6 jours. Nous avons pu revenir dans de larges parts de la terre d'Israël. Le désert du Sinaï, la Judée-Samarie, le mont du Temple, qui est au cœur de la tension. Mais comme nous n'avons pas assez voulu le mont du Temple, il n'est plus entre nos mains. Pour ramener le calme, le gouvernement israélien a décidé de laisser le contrôle de ce lieu saint au Waqf, la haute autorité musulmane du roi de Jordanie. 400 gardes palestiniens du Waqf patrouillent constamment dans cette zone. Les autorités israéliennes contrôlent l'entrée par la porte de Mougrabi. Les gens circulent en dehors de toute coordination avec nous et parmi eux des groupes extrémistes juifs. Nous répétons que nous ne sommes pas opposés aux visites de non-musulmans, mais il faut que cela soit coordonné avec nous. Nous pensions, mes amis et moi, à l'époque, il y a plus de 20 ans, comme vous dites, nous étions jeunes. Nous pensions qu'un petit groupe pouvait faire changer les choses. Depuis, j'ai compris qu'il n'y a pas de raccourci. Il a décidé de préparer les plans du 3e temple avec l'aide d'architectes. 22 ont refusé l'offre. Le 23e architecte
Yoram Ginsburg a accepté de relever le défi. Celui qui contrôle Jérusalem contrôle toute la terre d'Israël. On ne peut pas contrôler la terre d'Israël. Pour moi, c'est comme si on était en Ouganda. Tant que nous n'aurons pas le mont du Temple, Jérusalem et la Judée-Samarie, c'est comme si nous n'étions jamais revenus, comme si nous n'avions pas créé le sionisme. Etzion et Ginsburg ont créé un plan du mont du Temple et de la vieille ville de Jérusalem. Ils ont suggéré l'élection d'un roi à la place du gouvernement. Ce que nous voyons ici représente à peu près 1 km². Dans toute cette zone de 10 km², 10 millions de personnes arriveront 3 fois par an. Ils arriveront depuis les camps de pèlerinage dont je vais vous parler dans un instant. Qu'est-ce qu'il faut faire? Aujourd'hui, si je vois bien, il y a des mosquées. Alors qu'est-ce qu'on fait? On ne peut pas changer nos plans d'un point de vue architectural et d'un point de vue culturel. C'est notre programme. Je pense que, en fait, au fond de leur conscience, au fond, ils connaissent la vérité. Ils savent que ce sont des voleurs. Ils savent qu'ils nous ont dérobés. Ils savent que la période islamique sur le mont du Temple touchera à sa fin. C'est possible de faire ça pacifiquement, Yehuda? Je ne veux pas faire semblant, donc je ne répondrai pas avec certitude que ce sera possible. Je veux vous dire une chose, nos ennemis comprennent le langage de la détermination. Je ne me fais pas d'illusions. C'est possible que ça ne marche pas sans confrontation, sans affrontement. Et dans ce contexte de tension entre Israéliens et Palestiniens, il faut souligner une déclaration, celle du président égyptien, également à New York pour l'Assemblée générale de l'ONU. Une déclaration surprenante, Cyril, dans la bouche d'un président égyptien. Et oui, ce week-end, Abdel Fattah al-Sisi était donc à New York, en marge de l'Assemblée générale des Nations Unies, et il a accordé une longue interview à nos confrères de l'agence de presse AP, l'occasion d'évoquer les grands sujets internationaux, lutte antiterroriste au Proche-Orient, guerre civile en Syrie, son combat contre les djihadistes dans la péninsule du Sinaï et évidemment, difficile d'y échapper, la question palestinienne, une question qui, pour le nouvel homme fort de l'Égypte, pourrait changer la face du Moyen-Orient et améliorer considérablement la situation donc des habitants de notre région. Alors pour cela, le président a appelé Israéliens et Palestiniens à revenir sans délai à la table des négociations, mais il a également appelé, et c'est là la nouveauté, les pays arabes à faire la paix avec Israël, à emboîter le pas de l'Égypte, qui elle a fait la paix avec l'État hébreu il y a près de 40 ans. Alors, je suis optimiste de nature, nous dit Abdel Fattah al-Sisi, et je crois qu'il y a aujourd'hui une grande opportunité de le faire. Voilà la déclaration faite donc à nos confrères de l'agence AP. Voilà, une paix régionale entre Israël et l'ensemble de ses voisins pour le président al-Sisi, des mots qui ont été évidemment salués en Israël. Oui, un satisfecit général en Israël avec ce communiqué de la présidence du Conseil. D'abord, le Premier ministre Binyamin Netanyahou qui a une fois encore appelé le président de l'autorité palestinienne Mahmoud Abbas à revenir immédiatement à la table des négociations pour faire, je cite, progresser le processus de paix. Voilà ce qu'on peut lire dans le communiqué du bureau du Premier ministre. Réaction également de Yair Lapid, le chef de file du parti centriste d'opposition, Yesh Atid. Les déclarations du président al-Sisi, dit Lapid, prouvent qu'il existe une opportunité pour promouvoir un accord régional avec les pays arabes. Alors ce sont des déclarations, Barbara, qui arrivent à point nommé pour Yair Lapid. Pourquoi? Bien parce que pas plus tard que la semaine dernière, il prononçait un discours à l'université de Bar-Ilan dans lequel il appelait Binyamin Netanyahou à endosser l'initiative de paix arabe, l'initiative de paix saoudienne qui, rappelons-le, propose donc une normalisation des pays arabes avec Israël en échange de la création d'un État palestinien sur les frontières de 67. Voilà donc des déclarations égyptiennes qui font le bonheur d'Israël au moment où l'État hébreu est assez isolé sur le plan diplomatique, au moment où le boycott anti-israélien progresse un peu partout dans le monde. Ajoutez sans cela évidemment la lutte sans merci d'Abdel Fattah al-Sisi contre l'ennemi juré d'Israël dans la bande de Gaza. Vous avez compris, c'est le Hamas. À moins que l'enthousiasme israélien ne soit plus vite douché que prévu, parce qu'un porte-parole de la présidence égyptienne a annoncé ce matin que les propos d'Abdel Fattah al-Sisi avaient été mal traduits et que l'Égypte proposait donc une normalisation de l'ensemble du monde arabe une fois un État palestinien créé sur les frontières de 67. Il sera en tout cas question du dossier israélo-palestinien à New York, également avec le discours de Mahmoud Abbas demain et Binyamin Netanyahou jeudi. Merci Cyril. À suivre, nous reviendrons sur ces images inédites diffusées hier soir sur France 3 à l'Elysée, un temps de président. Ce sera juste après un nouveau journal avec Sarah Gaudron.
plateau du Morning. Merci d'être avec nous. Coup d'envoi aujourd'hui de la semaine de la mode, la Fashion Week parisienne. Alors à l'ombre des géants de la mode, il y a aussi les jeunes créateurs qui vont tout faire cette semaine pour s'attirer les projecteurs. Myriam Aman. New York et Londres, la Fashion Week débarque à Paris pour présenter les collections printemps-été 2016. Il y aura évidemment les grands noms de la mode comme Vanessa Bruno, Hermès ou encore Dior. Et aux côtés des grands noms, des jeunes créateurs prometteurs sauteront le pas. Bien sûr, c'est un challenge de montrer son travail en même temps que des maisons prestigieuses et d'autres nouveaux venus. C'est clairement un défi. Exposer sur les podiums parisiens est d'autant plus prestigieux pour les jeunes créateurs que la place est chère. Il y a beaucoup de créateurs internationaux derrière les grandes marques et de plus en plus de jeunes gens travaillent de manière indépendante un peu partout. New York est peut-être la ville la plus ouverte à cela. En France, il est généralement plus difficile de se faire une place. Je pourrais dire que Paris serait ma destination idéale si je pouvais choisir. Si je pouvais venir ici et travailler avec une marque française, ce serait un rêve. Le plus difficile est de se démarquer, sortir du lot. La Fashion Week est souvent un tremplin. Cette idée d'héritage dans le vêtement, dans le sportswear américain, prend vraiment sens quand je le mixe avec les influences culturelles de Paris ou de Londres. Donc cela m'aide à me différencier des autres créateurs de ma génération. En tout cas, j'espère. Sur les podiums parisiens, jeunes créateurs et maisons célèbres défileront jusqu'au 7 octobre sous le regard attentif des amateurs et professionnels de la mode. Et on en vient à ces images inédites diffusées hier soir sur France 3 à l'Elysée. Un temps de président, c'est le nom de ce documentaire qui a ouvert les coulisses du pouvoir. 6 mois de tournage au plus près de François Hollande, Rudy. Oui, violent, hein, qui est seule caméra au point, donc qui a suivi le président Hollande d'août à septembre 2014, puis de novembre 2014. Et le documentaire s'arrête le 11 janvier 2015, une date évidemment importante. Alors des mois qui ont vu des événements se succéder, comme le remaniement du gouvernement Valls, la libération de Serge Lazarevitch, la sortie du livre de Valérie Trierweiler et bien sûr donc les attentats de Charlie Hebdo et de l'Hypercacher. Alors c'est un petit peu sa spécialité, hein, Yves Joland, hein, ce genre de reportage dans lesquels il arrive avec le temps à se fondre dans les arcanes du pouvoir et à se faire oublier pour avoir des moments de vérité. Alors il l'avait fait en 2010 avec Georges Frêche, hein, qu'il avait suivi dans sa dernière campagne dans un documentaire qui s'appelait Le Président. Alors là, c'est un temps de président, c'est le titre de ce documentaire événement. Alors il y a des moments dramatiques, hein, et des moments plus cocasses qui s'enchaînent et puis des moments gênants. Alors je vous ai sélectionné un extrait. Après une interview donnée aux journalistes du Monde, il reste quelques instants avec le photographe du Monde pour faire quelques clichés et c'est là que ce dernier remarque sur la cheminée de François Hollande une photo qu'il avait prise au soir de sa victoire et il y a tout simplement son ex Valérie Trierweiler sur la photo. Regardez ce moment un petit peu cocasse. Avec le président. Qu'est-ce que vous proposez, Stéphane? Parce que c'est des photos autorisées, là. C'est bien ça. Vous avez toujours le tirage que je vous ai offert, là. Voilà. Oui, très beau tirage. C'est vrai, je trouvais que cette photo était très magnifique. Magnifique. Très bien, ça me faisait plaisir que vous l'ayez. J'ai gardé, hein, malgré tout. Hein. Et qui avait fait la... Qui a fait la première page du Monde. Du Monde, le lendemain, oui. C'est ça. Ouais. C'est vraiment, vous avez saisi quelque chose. Voilà, plusieurs indiscrétions dans ce reportage, dans ce documentaire. Alors on le sait, François Hollande est un président impopulaire. En autorisant une caméra à le filmer comme ça pendant 6 mois, il tente de changer son image. Un coup de communication, est-ce que ça va lui servir? Déjà, il faut le dire, il a joué le jeu vraiment à 100%. Le réalisateur a pu travailler, c'est ce qu'il dit, en toute indépendance. Le président, d'ailleurs, on a vu le film lors d'une projection à l'Élysée qu'il y a quelques jours avant la diffusion. Alors pour l'Élysée, évidemment, c'est une tentative de coup de com'. L'idée, c'est de montrer un président rigoureux, un président au travail. Alors après, pour ceux qui ont vu le documentaire, finalement, on ne retrouve pas un François Hollande différent de l'image que les Français ont de lui. Il apparaît sympathique, il apparaît empathique. On le voit par exemple prendre visite à la famille du policier tué, Ahmed Merabé, le 11 janvier. Mais au final, ce documentaire ne tente pas de modifier son image. Alors certes, on le voit travailler très sérieusement, mais on ne le voit pas trancher clairement sur les sujets qui intéressent les Français. Donc évidemment, on est dans du François
François Hollande. Un François Hollande très difficile à décrypter aussi. Puis au-delà de l'exercice de com, ce documentaire est intéressant à double titre parce qu'il permet aux téléspectateurs de découvrir les rouages de leur démocratie, notamment au moment du remaniement et du ballet, de l'ambiance un peu étrange qui règne à l'Élysée au moment d'un remaniement ministériel. Voilà, une période trouble pendant tout le long, pendant 6 mois de ce tournage. Alors, un personnage sort du lot dans ce documentaire. Il s'agit du jeune conseiller en communication du président, Gaspard Ganzer. Oui, alors on l'a vu, il a seulement 36 ans et alors dans ce documentaire, il crève littéralement l'écran. Gaspard Ganzer, c'est un énarque qui a été nommé en avril 2014 conseiller à la communication présidentielle. Il est omniprésent. Alors malgré son jeune âge, il a déjà de l'expérience. Il avait conseillé Laurent Fabius, il avait conseillé Bertrand Delanoë. Alors on le voit partout dans ce documentaire. Il tutoie le président avec aisance. Il gère quasiment toute sa communication, mais bien au-delà et de la vie de tous. C'est un visage qu'on reverra bientôt dans le paysage politique français. Retenez ce nom. Merci beaucoup, Rudy. Retour en Israël, un chercheur en agronomie a décidé de partir à la chasse de variétés de raisins israéliens utilisés en Terre Sainte il y a des centaines d'années à la recherche des raisins sacrés. C'est un reportage que vous propose ce matin Uri Shapira avec Maël Benoliel. Son nom, Yaakov Eni. Sa profession, chasseur de raisins. Sa mission, localiser et collecter des cépages israéliens authentiques millénaires. Nous avons trouvé une variété de raisins dans le sud du désert du Negev, près de la frontière avec l'Égypte, et nous avons dû obtenir une permission spéciale pour accéder à cette région, car nous avons dû traverser 3 lignes de front différentes. Là-bas, au milieu de nulle part, dans le désert, où ne tombent que quelques millimètres de pluie par an, nous avons trouvé plusieurs vignes poussant sur des escaliers. Nous ne savons pas qui a construit ces marches, s'il s'agit de bédouins ou de quelqu'un d'autre. Yaakov fait partie d'un projet spécial dirigé par le docteur Eliashiv Drori de l'université d'Ariel et du centre de recherche et développement de Samarie en Cisjordanie. Cela fait maintenant plus de 3 ans que le docteur Drori et son équipe s'attellent à retrouver des variétés de raisins israéliens utilisés en Terre Sainte il y a des centaines d'années. L'ancienne terre d'Israël était connue pour ses vins de qualité qui étaient exportés partout dans le monde. La plupart des cépages ont été perdus. La plupart des vins israéliens d'aujourd'hui étant basés sur des variétés de cépages européens. Lors de ses recherches, le docteur Drori examine chacune des différentes variétés de raisins et les définit. Le scientifique recoupe même les informations qu'il a récoltées avec des textes d'époque. Dans ces notes historiques, nous avons pu retrouver les caractéristiques de chaque cépage, si le vin est doux. Une fois les raisins trouvés, ils sont transférés au laboratoire du docteur Drori pour étudier l'ADN du fruit. Le but, s'assurer qu'il s'agit bien d'un raisin d'époque. L'étape suivante consiste alors à comparer ces ADN à celui de pépins de raisins retrouvés lors de fouilles archéologiques. D'après le docteur Drori, la quête des raisins sacrés aurait porté ses fruits. 2 types de raisins mentionnés au temps des Romains et connus pour leur grande qualité ont déjà été mis à jour. Nous avons 2 noms, le Gendali et le Chandali, qui sont les 2 types de raisins qui ont survécu à travers l'histoire. Nous connaissons toute leur histoire et ils ont des caractéristiques très spécifiques. Nous avons retrouvé ces raisins qui poussaient en tant que raisins de table et nous nous attelons à les rétablir comme raisins de cuve. Ce projet ambitieux qui réunit à la fois la science, l'histoire et l'art du vignoble permettra peut-être à terme de déterminer si l'année 1300 avant Jésus-Christ a été une année millésimée. Direction le Liban à présent, en pleine crise des migrants. Une pièce de théâtre consacrée à ces tragédies humaines est en ce moment sur les planches de Beyrouth. Alors ça s'appelle Les 1001 Titanic, une pièce qui utilise Maurice, le célèbre personnage de Sherazade, pour raconter ce drame actuel. Oui, Barbara, et du reste, le metteur en scène Mahmoud Al-Rouhani est convaincu que si Sherazade était encore en vie, elle aurait pris le premier bateau pour l'Europe. Alors sur la scène, donc, l'héroïne des 1001 nuits raconte au roi Shahriar l'histoire d'Ahmed. Ahmed, c'est un petit garçon frêle vivant dans un pays arabe qui n'est pas précisé, mais la guerre arrive et Ahmed est contraint de prendre la mer. On regarde tout de suite un extrait du spectacle.
Il n'y a pas de dialogue pendant toute la pièce? Il y a quelques dialogues, mais c'est surtout du conte et de la représentation, vous l'avez vu, avec des marionnettes et des effets de scène. Alors malgré son côté très sombre, l'Émilien Titanic parvient de temps en temps à arracher un sourire aux spectateurs, par exemple comme lorsque Ahmed tente de monter sa valise sur une fragile embarcation en papier qui flotte, vous l'avez vu, sur les planches bleutées du théâtre. Alors à chaque tentative, la valise s'éloigne, refuse de monter sur le bateau et d'embarquer pour un périlleux voyage. Alors le message est volontairement mitigé, le metteur en scène se gardant bien de donner un conseil: fuir la guerre et risquer sa vie en mer, ou rester en prenant le risque de mourir dans son propre pays. Écoutez ce qu'en pense une des actrices. Ce que les autres acteurs de la pièce et moi-même pouvons faire passer comme message, c'est d'expliquer les raisons pour lesquelles ces personnes fuient leur pays. Mais nous parlons aussi du choix de fuir pour échapper à la mort. Il y a une sorte de contradiction. Alors vous voyez une pièce courte, silencieuse, avec des mimes et des marionnettes, présentée à Beyrouth ces derniers jours. Mille et un Titanic doit être joué dans les camps de réfugiés palestiniens et syriens au Liban. Je vous rappelle que le Liban, un pays qui compte 4 millions d'habitants, a accueilli 1 million de réfugiés syriens. Mille et un Titanic, voilà pour cette pièce en ce moment au Liban. Merci Maurice. On parle d'un objet à présent qui pourrait devenir bien plus qu'un gadget. Une start-up israélienne a mis au point un petit boîtier capable de détecter ce qui se cache dans votre assiette, dans vos plantes ou même dans vos vêtements. En clair, un mini scanner moléculaire connecté à votre smartphone. Ça semble bien compliqué, mais regardez les explications de Laura Duhamel. À première vue, cela ressemble à une clé USB. Et pourtant, il n'en est rien. SAIO, c'est son nom, est un mini spectroscope qui permet de déterminer les propriétés chimiques des objets qu'il scanne. Comment? Grâce à un faisceau dit d'infrarouge proche. Chaque molécule réagit à cette lumière et produit une vibration que SAIO décode. Et le tour est joué, la teneur en gras et en sucre de votre barre de chocolat n'aura bientôt plus de secret pour vous. C'est le premier capteur moléculaire que l'on peut tenir dans la paume de sa main. Vous le mettez en marche comme ça, et il se connecte à votre smartphone. Et vous êtes en mesure de numériser des documents, d'en comprendre la structure moléculaire. L'originalité de SAIO, c'est qu'il compte sur vous pour améliorer ses performances. Car les patrons de la start-up Consumers Physique ont choisi de surfer sur la vague du collaboratif. Le produit a été lancé en 2014 sur la plateforme de financement Kickstarter. Avec succès puisque pour 250 $, 13 000 internautes ont déjà passé commande. Il y a un intérêt de la part de petits développeurs qui souhaitent développer quelque chose de cool pour eux-mêmes ou pour leurs enfants, ou même de la part d'adolescents, jusqu'à des multinationales et des grandes entreprises qui envoient la valeur pour leurs consommateurs ou pour eux-mêmes en interne à de nombreux égards. Si SAIO est donc encore un prototype, il pourrait bientôt être industrialisé. Et comme la montre connectée Pebble Watch qui a récolté plus de 10 millions de $ grâce aux internautes, ou le casque de réalité virtuelle Oculus racheté par Facebook, notre petit boîtier pourrait bien entrer dans la cour des grands. Un mot de sport avant de se quitter pour un nouveau journal. À 8 mois de l'Euro 2016 de football, des milliers de participants potentiels jouent en ce moment leur propre qualif, novices ou vétérans, passionnés ou curieux. Ils sont nombreux à se porter candidats aux missions de volontaires de l'Euro, actuellement sélectionnés à travers toute la France. Alors de quoi s'agit-il? Réponse en images. Légèrement stressé, Frédéric, 34 ans, arrive à un entretien d'embauche un peu particulier. Enchanté Frédéric, je vais vous demander la pièce d'identité avec laquelle vous avez fait votre inscription, s'il vous plaît. Après avoir postulé par Internet, il est convoqué pour faire partie des équipes de volontaires pour l'Euro 2016. Une évidence pour cet entraîneur de football amateur venu de Vendée. J'ai tout le temps fait du foot depuis l'âge de 7 ans et j'habite dans une zone rurale et on aide quoi. Quand on est bénévole dans une association, on vient aider, ça peut être le bar, ça peut être mise de table ou n'importe quoi. Bon là ça sera autre chose, mais j'ai tout le temps été éduqué pour aider les gens, quoi. Comme lui, les candidats se bousculent à Bordeaux et dans toutes les villes qui accueilleront des matchs l'été prochain. Dans la capitale girondine, on recherche 600 bénévoles, mais déjà 1000 candidatures ont été déposées.
On a vraiment tout type de profil. On a à la fois des étudiants, des retraités, des personnes actives qui candidatent pour être volontaires sur l'Euro 2016. Voilà, ça dépend. Chacun vient avec ses propres motivations. Ou bien ils ont déjà été volontaires sur des événements sportifs et ils souhaitent revivre l'aventure, par exemple. Ou alors ils souhaitent découvrir l'événement de l'intérieur. Au menu des missions proposées, l'accueil du public le soir des matchs, l'aide aux médias venus de toute l'Europe ou encore la gestion des accréditations. Des missions qui demandent parfois un bon niveau d'anglais, alors l'entretien se déroule en partie dans la langue de Shakespeare. It's a worldwide event. Élodie, fonctionnaire aux impôts, peut compter sur son anglais, mais également sur une expérience de bénévolat lors de championnats d'athlétisme. Comme elle, pas besoin d'être fan de foot, car les recruteurs préviennent, le volontariat ne doit pas être un moyen détourné pour assister au match. Sur la centaine d'entretiens que j'ai fait jusqu'à présent, il y a une erreur de casting. Et s'il avait l'intention de voir les matchs de foot, c'est pas ce qu'on recherche à travers les volontaires, parce qu'à partir du moment où la personne regardera les matchs, ce sont les camarades qui feront le travail. Autre spécificité du programme, les recruteurs eux-mêmes sont des bénévoles volontaires. Sur l'ensemble des 10 villes de compétition, près de 6500 personnes seront retenues. Les volontaires ne seront pas rémunérés, mais emporteront avec eux un joli souvenir, la tenue officielle. Les inscriptions ne sont pas closes, vous pouvez encore vous inscrire par Internet jusque fin novembre. Euro 2016 dans 8 mois. C'est la fin de cette édition. Merci à vous d'avoir été avec nous. Je vous souhaite de passer une très belle journée. Tout de suite, un nouveau point sur l'actu avec Sarah Gaudron. Portez-vous bien. À demain.